À 10 km du sol, la fumée envahit un avion de passagers. Les systèmes électriques tombent en panne tandis que la fumée se propage. We're gonna need an emergency landing. Put your head on your lap. We're going to need 5 trucks. They're standing by for you. Un incident de vol banal menace maintenant la vie de tous les occupants du vol 797 de la ligne aérienne Air Canada. Mayday, mayday. Nous sommes en début de soirée, le 2 juin 1983, et l'équipage s'apprête à manger. Le commandant de bord, Donald Cameron, travaille pour Air Canada depuis 17 ans, et il a accumulé près de 5000 heures de vol à bord d'un DC-9. Ce qui ne veut pas dire qu'il mange automatiquement en premier. How's your seafood? Nice? Il ne pourra pas prendre son repas avant que son copilote, Claude Ouimet, ait avalé sa dernière bouchée. Good. Le réacté est à mi-chemin d'un vol le menant de Dallas au Texas à Toronto. Il survole une épaisse couverture nuageuse qui dissimule quelques averses peu abondantes, mais à son altitude de croisière de 11 000 mètres, la visibilité est excellente. Les sièges du DC-9 sont à moitié vides et les 41 passagers sont confortablement installés dans l'avion. Can I have some tea, please? À 24 ans, Diane Fadley est une membre active de la Fondation de diabète juvénile. Nous organisons régulièrement des activités de financement, en plus d'un congrès annuel important. Cette année-là, il devait avoir lieu à Toronto. Raymond Chalifou est un jeune marié de 23 ans. Il revient du premier voyage d'affaires de sa carrière. On était tous les deux un peu déboussolés, ma femme et moi. Je devais être absent 4 ou 5 jours, et c'était notre première séparation depuis le mariage. Alors je me sentais un peu anxieux. Une nouvelle vedette de la musique folk est assise près du cockpit. Il s'agit de Stan Rogers, un musicien de 33 ans dont la carrière commence à rayonner hors de son Canada natal. Les chansons les plus mémorables de Stan célèbrent la vie des gens ordinaires. Elles racontent l'histoire d'individus qui ont su agir au bon moment et qui sont devenus des héros. Il est presque 19 heures et le DC-9 a parcouru plus de la moitié du chemin entre Dallas et Toronto. What was that? It's right there, I see it. Right there. Yeah. 3 disjoncteurs ont sauté. Ils agissent comme des fusibles en éliminant les risques de surcharge des fragiles circuits électriques de l'appareil. Like a machine gun. Yeah. Zap, zap, zap. Les disjoncteurs sont reliés au moteur de la chasse d'eau des toilettes situées à l'arrière de l'avion. Le commandant Cameron décide d'attendre quelques minutes avant de les réenclencher. Someone must have pushed a rag down the toilet or something. Jammed it and it overheated. Le commandant de bord croit qu'un mécanisme de chasse d'eau bloqué ne constitue pas une urgence. Après tout, les toilettes des avions sont constamment bouchées. Les agentes de bord, Laura Kayama et Judy Davidson, servent les repas dans la cabine des passagers. Dans le poste de pilotage, le commandant Cameron attend lui-même son repas, mais il veut d'abord réenclencher les disjoncteurs. Sans eux, la chasse d'eau ne fonctionnera pas et les passagers risquent d'être incommodés. Pop says I push it. Il a déjà attendu plus de 8 minutes, mais les disjoncteurs des toilettes refusent de coopérer. À l'arrière du DC-9, un passager a cru sentir une étrange odeur. Yeah, that is a strange smell. Let me take a look. La Texane Connie Kirsch fait un voyage d'affaires à Toronto.
de mon siège, je sentais une odeur assez particulière. On aurait dit une odeur de fil surchauffé plutôt que simplement de la fumée. Une mince volute de fumée s'échappe des toilettes. La fumée et l'odeur âcre du plastique en feu surprennent Judy Davidson. Tout cela ne correspond pas à une cuvette bouchée. D'autres passagers perçoivent la fumée et l'odeur suffocante. Sergio, there's a problem in the washroom. Judy says there's a fire. Okay, I'll be right there. L'agent de bord en chef, Sergio Benetti, dirige le personnel de cabine. As a precaution, we're moving everyone to Furiosa. La fumée est devenue toxique et suffocante. L'agent Benetti ne voit aucune flamme, mais il vaporise le contenu de l'extincteur dans la minuscule cabine en s'efforçant d'en couvrir toute la surface. En voyant l'extincteur, je me suis dit qu'il y avait sûrement un problème. Mais le type semblait bien maîtriser la situation et j'ai songé qu'il ferait son travail et que je n'avais pas à m'inquiéter. Il est maintenant 19h02, à peine 11 minutes après la défaillance des disjoncteurs. Laura Kayama annonce la nouvelle au commandant Cameron. Excuse me, Captain. There's a fire in the washroom in the back. They just went back to go put it out. You want me to go back? Yeah, go. Un incendie à bord d'un avion est l'un des pires cauchemars du personnel navigant. Le DC-9 vole à une altitude d'environ 10 000 mètres. À cette altitude, une simple étincelle peut provoquer une catastrophe en l'espace de quelques minutes. Mais le commandant Cameron n'a encore aucune raison de s'alarmer. Il ne faut pas oublier qu'en 1983, les passagers avaient encore le droit de fumer dans les avions. J'avais donc l'habitude de ce genre d'incident et ça ne m'inquiétait pas vraiment. Le copilote Claude Ouimet ne s'attendait pas à voir autant de fumée. I didn't see any flames when I opened the door before, but I sprayed it really good with the fire extinguisher. You think it was a cigarette in the garbage? No, not really. Okay. Can't get back there. Smoke's too heavy. I think we'd better go down. Mais l'agent de bord en chef ne partage pas les inquiétudes du copilote. You don't have to worry. I think the smoke's easing up. Le commandant Cameron ne sait plus quoi penser. Des éléments lâchent de temps en temps, mais ils ne sont pas tous assez importants pour provoquer un atterrissage d'urgence. Lorsque Benetti et Ouimet étaient à l'arrière de l'appareil, la fumée leur a semblé très épaisse, mais elle semble diminuer. Okay, it's starting to clear now. But I'll go back and check if that's okay. Yeah, that's okay. Take these goggles. I'll leave my mask on. Go back wherever you can, but don't get yourself incapacitated. No problem. No problem. S'il s'agit d'un moteur de chasse d'eau défectueux, le commandant Cameron pourra se rendre à Toronto. Mais si le problème est plus grave, il devra poser l'avion immédiatement avant qu'un incident banal se transforme en catastrophe mortelle. Le commandant de bord, Donald Cameron, attend une mise à jour de la situation à l'arrière de l'avion lorsqu'il découvre un nouveau problème. Le voyant d'alarme principal vient de s'allumer. Partout dans l'avion, des systèmes électriques tombent en panne et le poste de pilotage n'est pas épargné. L'avion a perdu la plupart de ses capteurs altimétriques et de ses contrôles automatiques de navigation. Je me suis retrouvé avec 3 instruments de contrôle moteur pour chaque moteur et 4 instruments de vol très primitifs. Je crois qu'on s'en servait à bord des bombardiers de la Deuxième Guerre mondiale. Le commandant de bord communique avec l'équipe de contrôle au sol la plus proche. Memphis Center, this is Air Canada 797. Air Canada 797, Indianapolis Center. Go ahead. Yeah, we've got an electrical problem here. We may be off communication shortly. Stand by. Le copilote Claude Ouimet est encore à l'arrière de l'appareil.
La poignée de la porte des toilettes est devenue très chaude. Ils n'osent même pas la tourner. Pour éviter les ravages d'un incendie à bord, les membres d'équipage n'ont plus le choix. Ils doivent atterrir le plus tôt possible. I don't like what's happening. I think we'd better go down. We're going to be making an emergency descent. Brief the cabin crew. Yes, sir. Ils n'ont pas de temps à perdre, car un autre voyant d'alarme vient de s'allumer. Le DC-9 a perdu une bonne partie de son alimentation de secours. Mayday, mayday, mayday. Un problème mineur est devenu une vraie catastrophe. Mayday, mayday, mayday. This is Louisville Control, over. Air Canada 797, we have a fire on board. We are going down. Can you possibly make Cincinnati? Roger that. Cincinnati est à 46 km de distance. Il ne pourrait pas aller plus loin. Le commandant Cameron amorce une première descente. Il veut se rendre à 1500 mètres d'altitude. Le personnel navigant peut encore compter sur le bloc d'alimentation de secours, mais la plupart des instruments de vol sont en panne. Et ce n'est pas tout. Le commandant Cameron découvre ensuite qu'un élément essentiel de l'avion fonctionne mal. Privé d'alimentation, l'empennage arrière du DC-9 s'est figé en position de croisière. Cameron devra en reprendre le contrôle partiel s'il veut atterrir. Mais sans cerveau-direction et privé de ses systèmes électriques, il devra le faire manuellement. Et il devra combattre une pression de 20 kg pour y arriver. L'avion était devenu très lourd. Et j'avais besoin de toute ma concentration pour le diriger. Une fumée âcre se faufile à l'avant du DC-9 et filtre à travers les joints du plafond. Elle flotte comme un nuage au-dessus des têtes des passagers. C'était une fumée incroyablement âcre qui irritait la gorge. Il fallait respirer à petits coups, sinon on risquait de suffoquer à tout moment. Je la voyais s'élever. Elle flottait parallèlement au compartiment à bagages et s'avançait vers nous. L'odeur nauséabonde du plastique brûlé est omniprésente. Mais la chute des masques à oxygène ne servirait qu'à empirer la situation. J'aurais pu libérer le mécanisme des masques à oxygène pour les distribuer aux passagers, mais c'est interdit. On peut seulement utiliser ces masques en cas de décompression massive de l'avion ou de perte de pression cabine, mais pas en situation d'incendie. Pomper de l'oxygène au milieu d'un incendie pourrait alimenter les flammes. J'avais peur et je pleurais, mais je n'étais pas hystérique. L'homme assis à côté de moi m'a expliqué que si je cessais de pleurer et m'efforçais de respirer plus lentement, j'économiserais de l'oxygène, ce qui rendrait service aux autres. Il m'a conseillé de ne pas m'inquiéter, en ajoutant que les agents de bord savaient quoi faire dans de telles situations. En 1983, les procédures d'utilisation normalisées ne prévoyaient pas qu'on explique le fonctionnement des sorties de secours aux passagers. Mais les deux agents de bord ne veulent prendre aucun risque. La fumée va bientôt envahir le poste de pilotage et le commandant de bord fait face à une situation de plus en plus critique. Pour la première fois, le copilote Claude Ouimet communique avec l'aéroport de Cincinnati. Approach, Air Canada 797. We're on Mayday. We're going down. Air Canada 797, Cincinnati approach. Planned runway 36, ILS. And the equipment has been alerted. Do you have time to give me the nature of the emergency? We have a fire in the washroom. We're filling up with smoke right now. Gregory Curham est le contrôleur d'approche. Sans son aide, l'équipage n'aurait aucune chance d'atterrir en douceur. Il est presque 19h13 lorsque le contrôleur repère enfin le DC-9 sur son radar. Air Canada 797, you are now fully identified. This will be a no-gyro radar approach for runway 27 left. Descend now to 3,500 feet. Your position is now 12 miles southeast of the airport. À cause de la panne de ses systèmes électriques, le DC-9 devra suivre les instructions de l'ATC, le contrôle de la circulation aérienne.
Gênés par l'épaisse fumée, les pilotes pourraient facilement dériver. Gregory Curran va donc guider leur descente. Dans la cabine, la fumée et la chaleur deviennent rapidement intolérables. J'étais sûr qu'on allait s'écraser. Comme je n'avais aucune pièce d'identité sur moi, je me suis levé, j'ai pris mon portefeuille qui était dans le compartiment à bagages et j'ai mis ma veste pour qu'on puisse identifier mon corps. À ce moment-là, je me suis résignée. J'étais certaine que je m'en sortirais pas. Stan était certainement conscient de la fragilité de la vie. Il détestait voler, mais l'essor de sa carrière était tel qu'il devait le faire de plus en plus souvent. Il savait bien qu'en volant plus souvent, il s'exposait à davantage de risques. À travers la fumée envahissante, les pilotes aperçoivent enfin l'aéroport. Okay, we have the airport. The tower has you in sight. You're cleared to land. Moins d'une demi-heure s'est écoulée depuis que les 3 disjoncteurs des toilettes ont sauté. Un incident banal s'est rapidement transformé en catastrophe et une situation déjà intolérable va bientôt tourner au désastre. Vu du sol, le vol 797 d'Air Canada ressemble à tous les autres. Mais à l'intérieur de l'avion, 46 personnes luttent pour leur vie. Depuis de longues minutes, une épaisse fumée toxique envahit le DC-9. À l'avant, dans le poste de pilotage, le commandant de bord Donald Cameron ne peut pas se laisser distraire par la situation critique des passagers et doit faire atterrir l'avion le plus rapidement possible. You need not acknowledge further transmission from the Air Canada 797. You are cleared to land. You are 4 miles from the airport. Good luck. Malgré l'épais nuage de suie et de fumée, les agentes de bord Laura Kayama et Judy Davidson s'avancent à tâtons dans l'allée centrale, s'efforçant de rassurer les passagers. Mais elles ne peuvent pas dépasser la 12e rangée. La fumée et la chaleur y sont intolérables. J'ai passé tout ce temps à prier. Dieu, aidez-les à faire atterrir cet avion. S'il vous plaît, conduisez cet avion au sol sans incident. J'étais marié depuis moins d'1 an et je croyais que c'était déjà terminé. Alors j'ai économisé mon souffle au maximum, tout en songeant à ma femme. Le commandant de bord, Donald Cameron, doit manier des commandes récalcitrantes et il est à bout de force. Aveuglé par la fumée, l'équipage du vol 797 atterrit durement. Mais à 19h20, le DC-9 d'Air Canada est enfin sur la piste. Moins de 40 minutes se sont écoulées depuis qu'on a découvert une anomalie à bord de l'avion. Quand on a touché le sol, je me suis dit qu'on était sauvés. Il ne nous restait qu'à sortir de l'appareil. Mais la fumée devient de plus en plus dense et les passagers tentent désespérément de s'échapper. Je me suis levée et je me souviens avoir mis mes mains sur le dos de quelqu'un. J'avais l'impression d'être dans une file d'attente et je ne voulais pas perdre de temps. Je me suis donc tournée et j'ai changé de direction sans savoir que je me dirigeais vers l'avant de l'appareil. Sergio Benetti ouvre la première porte. Il aide des passagers haletants à sortir. La cabine est noire de fumée et la chaleur est étouffante. Dans le poste de pilotage, les pilotes coupent immédiatement les moteurs. Mais la fumée est si dense qu'ils ne peuvent pas sortir par la cabine. Ils devront trouver une autre sortie. Le copilote Claude Ouimet ouvre le hublot issu de secours. Mais les 2 hommes sont à 5 mètres du sol.
Les passagers sont parvenus à ouvrir 3 des issues de secours situées au-dessus de l'aile. Mais bien qu'elles soient dégagées, elles sont pratiquement invisibles. J'ai vu la lumière provenant d'une porte que quelqu'un avait ouverte. J'ai compris ce que c'était et j'ai couru jusque-là pour respirer un peu d'air frais. Les passagers qui ont réussi à trouver une issue glissent le long de l'aile et atteignent la terre ferme. Au sol, Laura Kayama et Judy Davidson éloignent rapidement les rescapés du DC-9. Des camions d'incendie l'entourent et les pompiers inondent l'oiseau de fer et le sol environnant de mousse extinctrice pour éviter que le carburant s'enflamme ou que l'avion explose. Par le hublot du poste de pilotage, Claude Ouimet aperçoit le commandant Cameron, encore assis, l'air hébété et penché sur le volant de commande. J'ai vu le visage de Don dans le hublot et je me suis rendu compte qu'il n'était pas vraiment conscient. Je ne pouvais pas me lever de mon siège. Je soulevais mon derrière, mais j'étais repoussé par une espèce de force invisible. Il s'agissait probablement de la fumée et du feu. Prêt à tout pour sauver la vie du commandant, Ouimet ordonne aux pompiers de le couvrir de mousse extinctrice. Ils m'ont recouvert d'une mixture savonneuse et glaciale. Son plan fonctionne et Donald Cameron s'agite. À moitié conscient, il sort par le hublot du poste de pilotage. 90 secondes après son atterrissage, l'intérieur de l'appareil s'embrase subitement. Les flammes traversent la cabine à la vitesse de l'éclair. Le commandant Cameron est le dernier rescapé. On savait qu'il y avait encore des gens dans l'avion. Malheureusement, on ne pouvait plus rien pour eux. Les flammes traversent la paroi supérieure du fuselage. On peut voir l'épaisse fumée noire à des kilomètres de distance. L'agente de bord, Laura Kayama, fait le décompte des passagers. Je n'oublierai jamais cet instant. Elle nous a demandé de nous mettre en rang pour pouvoir compter les survivants. S'il y avait des survivants, il y avait nécessairement des morts. En comptant l'équipage, le DC-9 d'Air Canada transportait 46 personnes, mais on est loin du nombre sur la piste de Cincinnati. Je m'étais imaginé que si le pilote arrivait à poser l'avion, nous serions tous sauvés. Mais en regardant autour de moi, je me suis rendu compte qu'il manquait des gens. Les passagers rescapés de l'avion incendié ont respiré trop de fumée et subi de légères blessures, mais la plupart s'en sont bien tirés. En fait, tous ceux qui étaient sortis de l'avion n'ont pas eu de séquelles. Quelques-uns avaient une cheville foulée ou un bras cassé, mais rien de grave. Il y a ceux qui s'en sont tirés sans grand mal et ceux qui y sont restés. Le jeune homme du siège voisin qui m'avait aidé à faire des exercices respiratoires n'a pas survécu. J'ai trouvé ça très dur, parce que je ne suis pas sûre que sans lui, j'aurais survécu. Vers minuit, j'ai décidé de téléphoner au comptoir d'Air Canada. J'ai dit que je voulais savoir si un de mes amis était à bord de l'avion de Cincinnati. La préposée m'a demandé si j'étais un membre de la famille, et j'ai dit non, mais je suis un ami proche. Elle m'a ensuite demandé si sa femme était seule en ce moment. J'ai répondu oui, et elle m'a dit « Elle aura peut-être besoin d'appui cette nuit ». Stan Rogers, l'étoile montante de la musique folk, n'a pas réussi à sortir de l'avion. Cincinnati ground. This is captain of the Air Canada flight that's on fire here. Du véhicule de secours, le commandant Cameron appelle le contrôle sol de Cincinnati à la radio.
Son message est sombre. It seems there are 23 people left on board the aircraft. Is there a scheduled carrier runs into here that could maybe give aid and shelter to our stranded passengers? It's pretty cold out here. Une défaillance des systèmes électriques qui a d'abord semblé inoffensive a causé la mort de 23 personnes. Quelle est la cause de l'incendie mortel? Pourquoi un incident banal a-t-il si mal tourné? L'enquête va enfin dévoiler le passé troublant de l'avion. Car quelques années plus tôt, ce DC-9 avait déjà subi un grave accident. Au mois de juin 1983, l'étrange odeur décelée à l'arrière d'un DC-9 d'Air Canada devient rapidement une situation d'urgence. Pendant 15 minutes, les passagers et l'équipage luttent contre l'épaisse fumée toxique qui envahit peu à peu la cabine et le poste de pilotage. Le vol 797 parvient à atterrir sans dommage, mais l'avion s'embrase 90 secondes après s'être posé sur le sol. 23 passagers sont restés prisonniers des flammes. La carcasse calcinée du DC-9 est restée sur une piste de l'aéroport international de Cincinnati. Il y a des années que l'industrie de l'aviation n'a pas vécu d'accident aussi troublant. En l'espace de quelques heures, les enquêteurs du NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, arrivent sur les lieux. Leur première tâche est de récupérer les corps des morts, 21 Canadiens et 2 Américains. Certains sont tellement brûlés qu'ils sont méconnaissables. Presque toutes les victimes sont retrouvées dans la section avant de l'avion, entre les ailes et le poste de pilotage. Quelques-unes portent encore leur ceinture de sécurité, d'autres sont couchées dans l'allée centrale. Et même si tous les passagers avaient été éloignés de la section arrière au début de l'incident, on retrouve 2 corps au-delà des ailes. Les enquêteurs prélèvent des échantillons sanguins des cadavres. Ils y trouvent des concentrations mortelles de produits chimiques libérés durant l'incendie de l'avion. Nos études toxicologiques ont déterminé la présence de concentrations élevées de cyanure, de fluorure et de monoxyde de carbone dans le sang des victimes. On ignore si ces vapeurs toxiques ont causé la mort des passagers. On sait seulement qu'ils n'ont pas pu sortir de l'avion avant qu'il ne s'embrase. Cette odeur âcre m'a pris par surprise lorsque je suis monté à bord de l'avion. L'étendue des dommages était étrange, elle aussi. Une bonne partie du fuselage avait brûlé et à l'intérieur de la cabine, le feu avait détruit tout ce qui s'élevait au-dessus des dossiers des sièges. Les corps enlevés, les enquêteurs se mettent à fouiller les décombres à la recherche d'indices qui leur permettront d'identifier la cause du désastre. Des agents du FBI sont sur place. Ils ont examiné les débris afin de s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un acte de terrorisme. Ils ont fini par déterminer qu'il n'y avait aucun signe d'activité criminelle et nous ont signalé qu'il s'agissait probablement d'une inflammation accidentelle. Puis ils sont repartis en laissant le NTSB reprendre l'enquête. Après avoir éliminé la possibilité d'un incendie criminel, les enquêteurs évaluent une autre cause probable, la cigarette. Lorsqu'on pouvait encore fumer à bord des avions, la plupart des incendies déclenchés dans les toilettes prenaient naissance dans la poubelle. Les enquêteurs examinent celle-ci et découvrent que son couvercle a été brûlé, mais que la chute à ordures et le conteneur encastré dans la paroi des toilettes sont demeurés intacts. À l'intérieur du contenant, ils découvrent des bouts de papier roussis, mais non calcinés. C'est la preuve irréfutable qu'un feu dans la poubelle n'est pas la source de l'incendie.
Après avoir écarté ces deux hypothèses, les enquêteurs passent les débris au peigne fin, espérant y découvrir la cause réelle du désastre. De son côté, Dick Hill enquête sur les antécédents du DC-9 et il découvre des faits surprenants. Au cours de l'année précédant l'accident, 76 travaux d'entretien différents avaient été exigés par divers équipages techniques. Les mécaniciens avaient réglé chaque problème rapidement, mais c'est une bien longue liste pour un seul appareil. Et la liste des défauts du DC-9 ne date pas d'hier. 4 ans auparavant, tout le cône de queue de l'avion s'est envolé. Et l'équipage a dû exécuter un atterrissage d'urgence. L'avion a été réparé et remis en service, mais Hill s'intéresse aux fils électriques qui ont dû être reliés après l'accident. Une mauvaise réparation aurait pu provoquer le dernier incendie. Certains des fils qui couraient là-dessous avaient été coupés, puis épicés ensemble. Les enquêteurs examinent toutes les épissures qui n'ont pas été détruites dans le brasier. Mais ils ne trouvent aucun signe de brûlure d'arc ou de court-circuitage. La piste se termine en cul-de-sac. Ils se concentrent ensuite sur l'enregistreur de conversation de poste de pilotage et les 3 disjoncteurs défectueux. What was that? It's right there, I see it. Right there. Yeah. Like a machine gun. Yeah. Zap, zap, zap. Les disjoncteurs sautent par mesure de précaution. En cas d'échauffement excessif, ils doivent se déconnecter et couper le courant électrique alimentant le moteur de la chasse d'eau des toilettes. Cette mesure de sécurité doit empêcher ce moteur de déclencher un incendie. Pops as I push it. Les enquêteurs cherchent à savoir si les disjoncteurs ont sauté à cause d'un incendie ou si le problème provenait initialement du moteur. Les experts du NTSB construisent une réplique des toilettes et provoquent un grippage du moteur de la chasse d'eau afin de vérifier si un tel phénomène aurait pu provoquer l'incendie. La température du moteur grippé s'élève jusqu'à 428 degrés Celsius. Quoique respectable, cette chaleur ne suffirait pas à enflammer les éléments adjacents au moteur. L'incendie s'est donc déclenché ailleurs. Au terme de longues heures d'enquête et d'une série d'essais de fonctionnement, le NTSB est incapable d'indiquer la cause exacte de la catastrophe. Trop d'éléments de preuve ont été détruits dans le brasier. Même s'ils ne connaîtront jamais la source de l'incendie, les enquêteurs cherchent à comprendre comment il a pu causer autant de dommages. En dépit de la présence d'une épaisse fumée et d'une chaleur intense, personne n'avait vu la moindre flamme jusqu'à ce qu'une explosion déchire le fuselage de l'avion. Lorsqu'un feu est accompagné d'une combustion incomplète, la diminution de l'oxygène ambiant génère des gaz combustibles qui peuvent s'accumuler au sommet du fuselage de l'avion. Invisible, l'incendie s'est propagé dans les murs des toilettes tandis que la fumée, les gaz chauds et les émanations toxiques s'intensifiaient et se répandaient derrière les cloisons de la cabine des passagers. Cet espace a agi en quelque sorte comme une cheminée pour les gaz et la fumée générée par l'incendie. Et même si le feu était resté dissimulé derrière les panneaux des murs et du plafond, la fumée et les gaz chauds ont filtré à travers les joints du fuselage pour se concentrer dans la partie supérieure de la cabine et suffoquer les passagers. Lorsqu'on a ouvert les portes, le nouveau flux d'oxygène a brusquement alimenté l'incendie. Un feu d'une chaleur intense a besoin d'une bonne quantité d'oxygène pour prendre de l'ampleur. Ce jour-là, les gaz répandus dans la cabine se sont enflammés avec la puissance d'une bombe. Un embrasement instantané génère de la chaleur, des gaz toxiques, et il brûle tout l'oxygène de la cabine. L'environnement devient immédiatement fatal. L'enquête technique est terminée, mais le NTSB se pose encore des questions au sujet des réactions de l'équipage en situation de crise.
The first officer says it's starting to clear now, and at that point I reckoned that the fire was under control. Le personnel navigant aurait-il pu faire davantage pour prévenir la catastrophe aérienne du vol 797? En 1983, un incendie déclenché dans les toilettes d'un DC-9 d'Air Canada répand sa fumée dans toute la cabine. L'équipage parvient à atterrir, mais à peine 90 secondes plus tard, un embrasement instantané traverse l'avion et 23 passagers perdent la vie. There was a fireman hollering at us. I think the quote was, "She could blow at any minute." Les experts du NTSB n'ont pas pu découvrir la source de l'incendie, mais après avoir étudié les résultats de l'enquête, ils sont prêts à publier leur rapport. Le rapport est diffusé 1 an après la catastrophe. Éventuellement, il deviendra un jalon important de la sécurité aérienne. Mais dans l'immédiat, il génère plutôt des manchettes controversées. Le NTSB souligne que la source de la fumée n'a jamais été identifiée par les agents de bord ou le copilote et que le commandant de bord n'a jamais appris, pas plus qu'il ne l'a demandé, l'emplacement exact ni l'ampleur de l'incendie qu'on lui avait signalé. Yes, that's correct. And with that in mind, what type of fire did you believe that you had? The bin fire. Le rapport du NTSB et l'intérêt des médias secouent fortement le commandant Cameron et son équipage. Peu de temps après sa diffusion, les pilotes de l'industrie déclenchent un tollé général. Ils sont irrités par les critiques voilées adressées à l'équipage du DC-9 ainsi que par la suggestion que les pilotes auraient pu amorcer leur descente 5 minutes plus tôt. Plusieurs mois plus tard, l'ALPA, l'Association internationale des pilotes de ligne, soumet une pétition pour défendre le commandant Cameron et son équipage. Elle a un impact immédiat. Le NTSB diffuse un rapport révisé et y inclut la pétition des pilotes. Dans cette pétition, Claude Ouimet a glissé une défense passionnée de leur décision de faire atterrir l'avion au moment et à l'endroit choisi. Il ne s'agissait pas seulement de couvrir la distance les séparant de l'aéroport le plus proche, mais aussi d'atteindre la vitesse verticale de descente requise. L'avion avait réussi de justesse sa descente jusqu'à l'aéroport international de Cincinnati. Mais le rapport révisé du NTSB ne mâche pas ses mots et il n'épargne surtout pas le commandant de bord Donald Cameron. On peut y lire que le temps pris pour évaluer la nature de l'incendie et prendre la décision d'initier une descente d'urgence a contribué à la gravité de l'accident. 20 ans plus tard, Cameron n'a pas encore digéré la déclaration. Je suis content que les gens qui se sont échappés aient pu le faire. Je suis désolé que d'autres passagers y soient restés parce que nous n'avons pas ménagé notre temps ni nos efforts pour les conduire jusqu'à la terre ferme. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait de mon mieux. En plus de commentaires sur le comportement de l'équipage, le NTSB offre une série d'améliorations dans le domaine de la sécurité aérienne. Le rapport signale que si le DC-9 avait volé à pleine capacité, quelqu'un aurait pu remarquer l'odeur de la fumée plus tôt, mais aussi que les toilettes auraient dû être équipées d'un détecteur de fumée. En 1983, ces détecteurs n'étaient pas inclus dans les procédures d'utilisation normalisées, mais après cet accident, les lois ont changé. Même si le personnel de cabine avait profité d'un entraînement pratique qui devait lui permettre de lutter contre les incendies, il n'était pas suffisant. De plus, les agents de bord n'étaient manifestement pas équipés pour combattre les incendies. Sans masque à oxygène et contraints de retenir leur souffle, il leur était impossible d'étouffer un feu. Au cours des années qui ont suivi la catastrophe aérienne, les agents ont été dotés de l'équipement nécessaire et ont reçu un meilleur entraînement. Le personnel de cabine du vol 797 a pris des décisions opportunes qui ont contribué à sauver des vies.
Le déplacement des passagers vers l'avant de l'avion et la distribution de serviettes mouillées a minimisé les effets des vapeurs toxiques. La décision de leur expliquer le fonctionnement des issues d'aile ne faisait pas partie des procédures d'utilisation normalisées, mais elle a permis à certains survivants de sortir plus vite de l'avion. Il s'agit maintenant d'une procédure habituelle. Mais le nouvel entraînement du personnel navigant n'a pas été la seule conséquence de l'atterrissage forcé du vol 797. Depuis, la conception même des avions a changé afin d'augmenter les chances de survie des passagers lorsque des incidents se produisent. Quelques facteurs auraient pu réduire le nombre des morts. Des rails de lumière au sol et le long des compartiments à bagages, des bosses indiquant les rangées munies d'une issue de secours. Toutes ces caractéristiques sont maintenant réglementaires. En réaction directe à l'incendie du vol 797, on a établi des normes de contrôle plus rigoureuses pour les sièges et des normes d'émissions thermiques et de dégagement de fumée pour l'aménagement intérieur de la cabine. On a aussi réclamé l'installation obligatoire de détecteurs de fumée dans les toilettes et d'extincteurs à halon dans la cabine. Mais les nouvelles normes arrivent trop tard pour les victimes du vol 797, dont le voisin de siège de Connie Kirsch. Des mois après l'incendie, sa veuve a rendu visite à la jeune femme. On lui avait dit que son mari était assis à côté de moi durant le vol, et elle voulait savoir comment il allait et quel était son état d'esprit avant l'accident. J'ai répondu qu'il était de très bonne humeur et très gentil, parce qu'il s'était occupé de moi et qu'il m'avait appris des exercices respiratoires. Cette rencontre m'a bouleversée. Pendant très longtemps, je me suis sentie coupable d'avoir survécu. Mais j'ai fini par surmonter ma culpabilité. Pourtant, quand je songe à ce terrible vol, je me souviens du moindre détail et j'ai l'impression d'y être encore. Stan Rogers est une des victimes du vol 797. Il n'a jamais pu profiter de l'essor de sa carrière de musicien, ni même jouir de la vie jusqu'au bout. J'aimais sa générosité et sa loyauté en amitié. Comme artiste, il était peut-être l'un des meilleurs chansonniers qu'on ait jamais connus au Canada. C'était un honneur et un véritable plaisir de travailler avec lui. Aujourd'hui, on diffuse encore sa musique et sa légende ne cesse de grandir. Quelque temps après l'accident, 2 employés d'Air Canada se sont présentés chez Diane Fadley à Dallas. Ils m'ont apporté ma Bible. Elle est noire parce qu'elle a été roussie et brûlée. Mais même si c'est une Bible à couverture souple, elle n'a pas été calcinée. Aujourd'hui, elle me rappelle que Dieu était avec moi. Je crois qu'il m'a protégée et qu'il était vraiment là, à mes côtés. Finalement, le commandant Cameron et son équipage ont reçu 6 prix distincts commémorant leur action héroïque, y compris une citation de l'aviation royale du Canada. Malgré tout, ils sont tous hantés par la catastrophe. Nous nous sentions responsables, c'est évident. Nous nous sentions coupables aussi. Nous étions prêts à rendre nos permis de vol. Nous avons vécu nos pires moments avant la fin de l'enquête. C'était un mystère pour nous aussi. Nous étions nous-mêmes des victimes. On n'aurait pas dû nous faire monter à bord d'un appareil en aussi mauvais état. L'équipage était piégé comme les passagers. Des situations comme celle-là, c'est à nous tous de les prévenir. On doit tous trouver des solutions. C'est dommage qu'on n'ait pas pu sauver tout le monde. Ça me tracasse encore.
Lors d'un long week-end de congé, l'est de Los Angeles est secoué par une explosion dévastatrice. Tout un quartier est détruit. J'ai d'abord vu ma maison en flammes, puis toutes celles du voisinage. Le feu réduit en cendres plusieurs maisons. Les enquêteurs doivent savoir pourquoi l'avion s'est écrasé, afin de prévenir tout accident semblable dans le futur. L'aéroport international de Los Angeles, ou LAX, est l'un des plus achalandés au monde. Plus de 40 millions de passagers y transitent annuellement. 1500 avions y décollent et y atterrissent chaque jour. Le 31 août 1986, les Américains profitent du long congé de la fête du travail. Aujourd'hui, le contrôleur aérien en formation Walter White s'occupe d'une partie de la circulation aérienne. Walter obtiendra son accréditation finale et le titre de contrôleur après avoir complété le nombre d'heures requises. Hey Carl, how's it going? Hey, slow. C'était un long week-end et le temps était magnifique à Los Angeles. Aucun nuage, le ciel était très clair. You want to take a break? Have a cigarette? I can sit in for you. Walter voulait accumuler des heures dans ce secteur. Il n'avait pas travaillé depuis un certain temps. ACL 60, can you see the runway 25 left? Roger, LA approach. Thank you. Reduce speed to 200, then descend and maintain 6,000. 200, descend and maintain 6,000. Thank you. Have a nice day. À des centaines de kilomètres au sud, des passagers montent à bord d'un DC-9 de la compagnie Aeromexico. Le docteur Donald Wong et ses fils reviennent d'un voyage de pêche couronné de succès. Jason, I think we should put it up in the kitchen. Ils ont pêché un énorme espadon. Your mom will love it. Ils comptent bien l'exposer dans la maison. Le week-end de la fête du travail est le dernier avant le retour en classe. Et Donald s'est dit que les garçons aimeraient aller pêcher en haute mer au Mexique. Lui-même n'y était allé qu'une seule fois. Le but consistait à solidifier les liens père-fils. C'était la première fois qu'il voyageait sans moi. À l'est de Los Angeles, la petite ville de Cerritos se réveille lentement. Dans les années 70, cette communauté est l'une des plus florissantes du comté de Los Angeles. Mon mari avait travaillé à l'extérieur de la ville toute la semaine et il était revenu pour le week-end. Ce dimanche matin-là, j'ai décidé que nous resterions à la maison au lieu d'aller à la messe. I'm gonna go out and get your favorite things for a good breakfast. Javier, go and take a shower. Je suis partie au supermarché. Alex et sa sœur jumelle Angelica, 14 ans, dormaient encore paisiblement. Et Javier, mon adolescent de 16 ans, tenait compagnie à mon mari. Tandis que Teresa quitte la maison, le vol 498 d'Aeromexico n'est qu'à 20 minutes de LA. Le commandant de bord Antonio Valdez Prom agit comme copilote alors que l'avion s'approche de la ville. Le copilote José Valencia s'occupe de la dernière portion du vol. Ready when you are, Cap.
À environ 22 km au sud de LAX se trouve le petit aéroport de Torrance. Il accueille des avions privés et des pilotes amateurs. C'est l'un des nombreux petits aéroports qui sont situés autour de Los Angeles. Une région au-dessus de laquelle volent plus de 6000 appareils chaque week-end. À la fin d'un été très occupé, William Kramer, sa fille Caroline et son épouse Kathleen partent enfin en vacances. Piper 4891. All clear for takeoff. Good morning, Piper 4891. This is Torrance Tower. You're clear for takeoff for runway 5 left. Ils se dirigent vers Big Bear Lake, à environ 200 km au nord-est. Homme consciencieux, William Kramer est cadre supérieur dans une entreprise d'ingénierie. 6 ans auparavant, à l'âge de 47 ans, William a acheté son premier avion, un Piper Cherokee agile et élégant. Au sud-est de LAX, l'équipage du vol 498 d'Aéromexico est à quelques minutes de son premier contact avec le contrôleur aérien Walter White, alors que dans le ciel de Los Angeles se prépare une suite de catastrophes. Des dizaines d'inconnus seront bientôt liés à jamais dans une tragédie qui touchera tous ceux qui voyagent par avion. Okay. Just an hour to go, we're in Big Bear Lake. L'aéroport de Torrance disparaît derrière l'avion de William Kramer alors que son appareil grimpe à 3000 mètres en direction de Big Bear Lake au nord-est. À plusieurs kilomètres de là, un DC-9 du Mexique à moitié plein s'approche de l'aéroport international de Los Angeles. PSA 1765, 12 plus, 1 mile southbound, altitude unknown. La matinée est calme. Le contrôleur Walter White guide les appareils un à un. À 11h47, il reçoit un premier appel du vol 498 d'Aéromexico. Los Angeles approach. Good morning. This is Aeromexico 498. Aeromexico 498, Los Angeles approach. 25 left, final approach course. Do you have information uniform? L'avion à réaction est officiellement dans la zone appelée Région de contrôle terminal ou TCA. Quelquefois surnommée cage d'oiseaux, la TCA est un espace aérien tridimensionnel assez complexe qui entoure l'aéroport. C'est un espace aérien réglementé qui est habituellement très achalandé autour des aéroports. La circulation extrêmement dense exige un contrôle vigilant des entrées et des sorties. Pendant que l'avion d'Aéromexico descend, celui de William Kramer et sa famille continuent de gagner de l'altitude. I hope it's like this when we get to Big Bear. We should be able to see the ocean by now. Hon, take a look at the map and look around the 4-5 and see if you can see any kind of landmarks that we can use. Oh, what am I looking for? Walter White surveille de près l'appareil d'Aéromexico lorsque son attention est soudainement attirée par un autre avion qui vient d'apparaître sur le radar à son grand étonnement. One approach, 66 Romeo is on a flight from Fullerton. Cruising altitude is 4,500. We'd like the following. Le pilote d'un petit Grumman Tiger demande des directives pour voler dans la TCA. Les pilotes doivent normalement contacter LAX avant d'y pénétrer. Cet avion pourrait être dans la trajectoire des gros transporteurs en attente de se poser. S'apprêtant à répondre, Walter White est contacté par le pilote du DC-9 d'Aéromexico. What speed do you want? We're reducing to 290. No. To 190. Okay, you can hold what you have, sir. Walter décide de lui assigner la piste la plus près de leur porte d'approche. Change in plan, sir. Stand by. Roger, 498. Le DC-9 en attente, Walter s'adresse à l'intrus. Grumman 66 Romeo, squawk 4524. Remain clear of the TCA.
Walter dit au pilote du Grumman d'utiliser une onde radio unique, mais il semble désorienté. 4, 5. What were the other two numbers? 4, 5, 2, 4. Grumman 66 Romeo, are you at 4,500 now? Negative. We're at 3,400 and climbing. Okay, you are right in the middle of the TCA, sir. Grumman 66 Romeo, I suggest in future you look at your TCA chart. You just had an aircraft pass right off your left above you at 5,000, and we run a lot of jets right through there at 3,500. Well, what do you suggest I do now? Tandis que le vol 498 d'Aéromexico continue à s'approcher de l'aéroport, il est frappé de plein fouet. Aeromexico 498, Los Angeles approach. Le copilote Valencia tente désespérément de ralentir la chute libre. Aeromexico 498, Los Angeles approach. This can't be. Un DC-9 lourdement endommagé tombe du ciel de Los Angeles. Le commandant et son copilote ignorent ce qui s'est passé. Le contrôleur aérien Walter White n'a plus de réponse de l'équipage d'Aéromexico. Aeromexico 498, Los Angeles approach. Et l'avion disparaît de son écran radar. Je discutais avec deux contrôleurs des départs lorsque Walter a dit I think I lost one. Aeromexico 498, Los Angeles approach. « Où était passé l'avion d'Aéromexico ?» On ne savait pas exactement ce qui s'était passé. Walter contacte un autre pilote. American 333 Heavy. I want you to take a look around at 11 o'clock. I just lost contact with a DC-9. Let me know if you see anything down there, please. 11 o'clock, 5 miles. What altitude? He was last assigned 6. He's no longer on my radar scope, American 333 Heavy. Okay, I see a very large smoke screen off on the left side of the aircraft, about 11 o'clock. De retour à la maison, j'ai vu le corps d'une femme dans la rue. Sa tête était plus loin. Des débris jonchaient le sol partout autour de moi et une bonne partie du quartier brûlait. Non loin de là, une équipe de pompiers participe à un exercice de formation mené par le chef du service des incendies, Larry Hambleton. Un de mes collègues m'a dit qu'il y avait une grosse colonne de fumée à notre gauche. Alors j'ai pris la radio et j'ai tenté de deviner où c'était. Ils m'ont informé qu'il y avait eu un écrasement d'avion. Alors j'ai demandé du renfort. 3 fois plus de renfort. I'm calling for a third alarm and 2 air squads east of 183 in Termini. En approchant des lieux, j'ai vu que les rues étaient non seulement encombrées par des pièces d'avion, mais aussi par des corps mutilés. Ça changeait la donne.
À la tour de contrôle de l'aéroport, un Walter White bouleversé est remplacé par un collègue. Il s'est levé et il est sorti. Je me disais que quelqu'un devrait rester avec lui. Ça aurait pu m'arriver. Et j'aurais pu réagir exactement comme lui. Les hélicoptères des services d'information arrivent rapidement sur les lieux. Tout brûlait et ma maison était détruite. Frank! Angelica! Puis j'ai croisé ma voisine. Je lui ai demandé où était ma famille et ce qui s'était passé. Elle m'a répondu « Ils sont ici, viens avec moi, on te cherchait partout. » J'ai remercié Dieu de les avoir sauvés. Elle m'a emmenée chez elle. Alex était là. Alex! What happened? Where's Angelica? Where's Angelica? Where's Javier? Where's Papa? I don't know, Mom. I'm sorry. Il s'est mis à pleurer et m'a dit qu'il était le seul survivant de la famille. Je l'ai serré très fort. Des morceaux du fuselage sont éparpillés dans les maisons du voisinage, causant plusieurs incendies. La queue de l'appareil est retrouvée à plus d'un pâté de maisons du lieu de l'écrasement. Hello? Is there anybody in here? Je marchais parmi les débris de maisons autour du lieu de l'écrasement. J'ai erré seul pendant 4 ou 5 minutes et tout me semblait irréel. Il n'y avait aucun survivant. I have got wreckage all over the place. There are no survivors, just fatalities. J'avais déjà été confronté à 2 ou 3 victimes lors d'incendies résidentiels, mais jamais à tous les passagers d'un avion. Let's go to work, guys. Je n'ai pas vu un seul corps entier. J'ai donné l'ordre de couvrir toutes les parties des corps avec les couvertures de secours jaunes. Peu importe la taille, qu'il s'agisse d'une main, d'un torse, d'une jambe, c'était notre seul lien avec la vie. Et on devait traiter ces gens avec respect. Mes souvenirs des événements sont en brun pâle. Pas blanc, pas noir, ni une couleur vive. Le gazon n'est pas vert, les maisons sont incolores. Dans ma tête, tout est brun pâle. On m'a déjà dit que c'est un réflexe de mon cerveau pour atténuer l'horreur du drame. Et lui attribuer une couleur neutre et pâle pour que je puisse vivre avec elle et y faire face. This neighborhood has just been torn apart. Yellow sheets mark
mark the bodies. I count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bodies right now. Oh gosh. This neighborhood has just been devastated. 16 maisons sont endommagées, la plupart complètement détruites. À l'aéroport international de Los Angeles, Mary Wong attend son mari et ses 2 jeunes fils. Je me disais que les douaniers étaient peut-être débordés, mais vers 12h20 ou 12h30, j'ai aperçu un homme portant un sac à dos orné d'une croix verte. Il nous a invités à le suivre dans un salon à l'étage. Dans l'ascenseur, je lui ai demandé si tout le monde était mort. Je le savais déjà. À Cerritos, les secouristes font une autre découverte macabre. Dans la cour d'une école, ils trouvent l'épave d'un Piper Cherokee. Mis à part la partie supérieure littéralement tranchée, l'appareil est presque intact. Les 3 occupants sont toujours attachés à leur siège. William Kramer et sa famille sont décédés. Tous les passagers et les membres de l'équipage du vol 498 d'Aéromexico sont également morts. Au sol, 15 autres personnes ont perdu la vie. La situation est horrible. 2 avions se sont écrasés dans un quartier de Californie. Quelque chose d'effroyable s'est passé au-dessus de l'un des aéroports les plus achalandés au monde. Les enquêteurs doivent maintenant trouver les causes exactes du désastre. Le 31 août 1986, à Cerritos, le week-end de la fête du travail est perturbé par une explosion épouvantable. Deux avions s'écrasent dans le comté de Los Angeles et plusieurs maisons sont détruites. La scène est atroce. Des corps gisent dans le quartier en ruine. 82 personnes sont mortes. 15 au sol et les 67 passagers des deux appareils. Les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports arrivent durant la soirée. Parmi eux, des spécialistes en facteurs humains, en système de navigation et en contrôle aérien. Dès le départ, les enquêteurs se concentrent sur le fait que 2 avions se sont écrasés. Ce qu'ils en déduisent est troublant. Une collision a eu lieu dans le ciel. Avec cette théorie en tête, John White et son équipe doivent examiner les épaves. Il fallait noter où se trouvaient les plus grosses pièces du DC-9, afin d'établir, dans la mesure du possible, dans quel angle s'était effectué l'impact. Des marques d'hélice et la peinture du Piper Cherokee sur la queue du DC-9 indiquent la cause de l'écrasement. Le Piper a vraisemblablement heurté la queue du DC-9. Afin d'éclaircir le mystère et d'établir la situation exacte et l'altitude du vol 498 d'Aéromexico, les enquêteurs analysent le contenu de l'enregistreur de données de vol du DC-9. Le DC-9 était dans la région de contrôle terminal de l'aéroport de Los Angeles, exactement là où il devait être. Le Piper Cherokee s'y trouvait également.
En raison des nombreux avions à réaction qui atterrissent et décollent de LAX, les petits avions privés doivent d'abord obtenir la permission de pénétrer dans cette zone. Piper 4891, all clear for takeoff, Torrance. William Kramer n'avait pas l'habitude de voler à Los Angeles, mais l'enquête révèle qu'il connaissait bien les règles sur la TCA. Il savait donc qu'il était dans une zone restreinte. Une carte de la TCA trouvée dans le poste de pilotage de William Kramer confirme cette information. Les enquêteurs découvrent un autre fait troublant. Le plan de vol de William Kramer consistait à partir de Torrance, à se rendre à Long Beach, puis en Ontario et finalement à Big Bear Lake. Son altitude de croisière devait être de 3000 mètres. La TCA ne figure pas dans ce plan de vol. Le Cherokee volait bel et bien dans la TCA sans autorisation et a heurté le DC-9 dans cet espace aérien restreint. Comment se fait-il que William Kramer se soit précipité vers un tel danger sans signaler sa présence? À Cerritos, on pense avoir trouvé la réponse. Are you all right, Bill? Yeah, I'm fine. Les maladies cardiovasculaires étaient fréquentes dans sa famille et l'autopsie démontre une occlusion majeure. Des échantillons de ses tissus cardiaques sont envoyés à l'Institut pathologique des Forces armées. Sa négligence de contacter la tour de Los Angeles pourrait s'expliquer par un malaise. S'il a ressenti un malaise cardiaque, il est possible qu'en s'adossant au siège, il ait fait monter l'avion et qu'il n'ait pu éviter le DC-9. Peu importe les raisons de sa présence dans la TCA, le contrôleur Walter White aurait dû apercevoir l'avion sur l'écran radar. Avant d'être interrogé par les enquêteurs, Walter White écoute à nouveau les enregistrements pour se rappeler ses paroles et ce qu'il a vu exactement ce matin-là. Richard Wentworth fait partie de l'équipe des enquêteurs. At any time, did you see the Piper Cherokee on your scope? No. No, sir. The Piper's target was not displayed. It is my belief that it was not on my radar scope. Selon lui, le Piper n'est jamais apparu sur l'écran radar. Les enquêteurs du NTSB ne font pas confiance à la mémoire de White. Pendant que les données du radar sont analysées, les résultats des tests cardiaques de William Kramer sont dévoilés. Over the 405. Are you all right, Bill? L'étude approfondie du corps de Kramer révèle qu'il souffrait bien d'une maladie cardiovasculaire, mais qu'il n'a pas subi de crise cardiaque avant la collision. Les enquêteurs doivent donc trouver une autre explication pour justifier la présence du Piper Cherokee dans la TCA de l'aéroport de Los Angeles. Malgré son plan de vol, l'avion de Kramer n'était pas muni d'instruments très sophistiqués. À l'instar d'autres pilotes d'avions privés, il se fiait probablement à des repères terrestres pour se guider comme les autoroutes. Cela sous-entend qu'il devait regarder à la fois au sol et dans le ciel. That's definitely the 405. Where is it again? Peu habitué à voler en Californie, il a peut-être confondu les autoroutes et pénétré dans la TCA sans même le savoir. Il n'y a pas de ligne au sol qui indique la TCA. Les pilotes doivent étudier leur carte. Les enquêteurs pensent avoir trouvé la raison expliquant la présence de Kramer dans la TCA. Par contre, lorsque Richard Wentworth peut enfin jeter un coup d'œil aux données du radar,
Il est convaincu que Walter White aurait dû voir le Piper. Nous avons établi que l'avion qui a heurté le DC-9 d'Aeromexico était visible à l'écran. Si White voyait l'avion de Kramer sur son écran radar, pourquoi n'a-t-il pas réagi? Le matin de l'accident, Carl Groundman est responsable des arrivées des avions. Hey Carl, how's it going? Hey, slow. Groundman prétend que des problèmes de radar expliquent le fait que White n'a pas aperçu l'avion de Kramer. Les contrôleurs se plaignaient des radars depuis un certain temps. À plusieurs reprises, les radars avaient échoué à déceler les cibles radars. Lorsque les signaux radars captent une cible, ils reviennent au récepteur. Si un édifice ou une montagne bloque le signal, il disparaît de l'écran. Le signal ne disparaît qu'un court instant. Nous perdions des données parce que le radar était vieux et pas aussi précis qu'il aurait dû l'être. Nous étions loin de la fine pointe de la technologie. Nous avons inspecté tous les équipements de Los Angeles et rien n'a indiqué quelque mauvais fonctionnement que ce soit. Une autre explication est possible. Si le Cherokee est apparu sur le radar, White l'a peut-être manqué à cause du Grumman Tiger sur lequel se penchent ensuite les enquêteurs. Les pilotes d'avions privés doivent contacter la tour de contrôle pour entrer dans la TCA. Mais le Tiger y était depuis un certain temps lorsque le pilote a contacté Walter White. One approach, 6-6 Romeo is on a flight from Fullerton. Cruising altitude is 4,500. We'd like following. Grumman 6-6 Romeo, are you at 4,500 now? Negative, we're at 3,400 and climbing. Okay, you are right in the middle of the TCA, sir. Walter s'est occupé de ce qu'on appelle un transgresseur. Il se trouvait à l'est de l'aéroport. Grumman 6-6 Romeo, I suggest in future you look at your TCA chart. You just had an aircraft pass. Le gros problème, c'est que cette conversation a duré trop longtemps. Why were you so mesmerized by the Grumman? I thought he posed a risk. Pendant ce temps, au sud-ouest, il y avait une situation critique. Deux avions s'apprêtaient à se croiser, le DC-9 et le Piper Cherokee. Même si le signal du Cherokee avait été visible sur l'écran radar et s'il l'avait vu, les enquêteurs établissent que White n'aurait pas pu obtenir toute l'information nécessaire à temps. Les signaux radars indiquent aux contrôleurs aériens la présence d'un avion et les transpondeurs à bord peuvent prodiguer d'autres informations comme l'altitude et la vitesse. À l'intérieur du Cherokee, les enquêteurs découvrent que le transpondeur est désuet et n'indique que la direction de l'avion. Rien sur l'altitude. Les contrôleurs voyaient continuellement plusieurs petits triangles sur les écrans radars qui représentent des petits avions dont ils ignorent l'altitude. À moins que les pilotes ne les informent, les contrôleurs s'attendent à ce qu'ils n'entrent pas dans cet espace aérien. Les enquêteurs croient que l'attention distraite de White, possiblement aggravée par un vieux radar, explique pourquoi il n'a jamais prévenu le DC-9 de la proximité du Cherokee de Kramer. Une autre énigme reste toutefois sans réponse. Les analyses des images radars par les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports révèlent un fait déconcertant.
L'équipage du DC-9 et le pilote du Cherokee n'ont effectué aucune manœuvre d'évitement avant la collision, comme s'ils ignoraient totalement la présence de l'autre. Pourquoi donc? La visibilité était de plus de 20 km. Comment deux appareils peuvent-ils se heurter dans un ciel aussi clair? Une collision terrifiante survenue au-dessus d'une banlieue de Los Angeles fait 82 victimes. Le jour du désastre, le ciel était clair, suscitant une question mystérieuse. Pourquoi les pilotes n'ont-ils pas tenté d'éviter la collision? Le radar présente des images troublantes. Il indique que pendant plus d'une minute, l'équipage du DC-9 pouvait voir le Cherokee de Kramer. De plus, si les Kramer avaient regardé à leur droite, ils auraient également vu l'avion d'Aéromexico. Pourtant, aucun des deux n'a modifié sa trajectoire. Aucun n'a effectué de manœuvre d'évitement. Les enquêteurs croient que si William Kramer était perdu et qu'il utilisait les autoroutes pour se guider, il n'a probablement jamais vu le DC-9 foncer sur lui. Il regardait possiblement par la fenêtre du pilote alors que le DC-9 arrivait dans la direction opposée. Quant à l'équipage du DC-9, la taille du petit Cherokee peut expliquer le fait que personne ne l'ait aperçu avant qu'il ne soit trop tard. Dans certains cas, lorsqu'un petit avion s'approche rapidement, il devient malheureusement visible trop tard pour éviter la collision. La conception du pare-brise du DC-9 a peut-être contribué à la tragédie. Durant cette partie de l'approche, l'avion était peut-être caché par le montant qui séparait les vitres du pare-brise. À moins que le pilote ne se tourne complètement la tête pour regarder derrière cette cloison, c'est possible qu'il n'ait jamais eu la chance d'apercevoir le petit avion. La tragédie de Cerritos révèle plusieurs faiblesses malheureuses du système du contrôle aérien. La principale étant que les pilotes ne pouvaient alors s'y fier pour éviter les collisions. Par conséquent, une nouvelle technologie s'imposait afin d'empêcher tout autre drame semblable. La FAA, qui réglemente le transport aérien aux États-Unis, améliore immédiatement la sécurité autour des aéroports principaux. Les petits appareils devront dorénavant être munis des transpondeurs qui permettent aux contrôleurs aériens d'identifier les intrus très rapidement. Si tous les avions qui volent dans un espace aérien contrôlé étaient équipés d'un transpondeur pouvant indiquer ou rapporter leur altitude, les contrôleurs pourraient identifier les transgresseurs plus précisément et plus facilement. Un nouveau système appelé transpondeur mode C est également conçu pour prévenir les contrôleurs aériens. Le transpondeur mode C est un programme automatisé qui est maintenant intégré à nos principales installations radar. Si un avion pénètre dans la TCA par erreur, le contrôleur reçoit une alerte visuelle et sonore. Ainsi, il a amplement le temps d'aviser le pilote. Même pour le pilote le plus prudent, la vieille technique de voir et éviter a ses limites. Des limites dorénavant écartées grâce à une innovation technologique cruciale. À la suite de la tragédie aérienne de Cerritos, une grande innovation technologique a vu le jour. Un mandat du Congrès a exigé que tous les avions volant aux États-Unis soient équipés d'un TCAS, un système de surveillance du trafic et d'évitement des collisions.
John Andrews a travaillé à la conception du TCAS. Le TCAS, un système anti-collision qui était en développement à l'époque, aurait pu prévenir cet accident car il avertit le pilote 45 secondes avant une collision potentielle. Hey Maria, everything okay back there? De plus, environ 25 secondes avant la collision possible, le pilote reçoit un avis de résolution qui lui indique qu'il doit monter ou descendre pour éviter un accident. Aujourd'hui, partout dans le monde, les lignes aériennes commerciales utilisent le TCAS. Le pilote du Grumman Tiger, surnommé le troisième pilote, dont les actions ont peut-être joué un rôle dans cette tragédie, a été accusé de voler en espace aérien contrôlé de manière imprudente et téméraire. Walter White ne s'est jamais remis du désastre à Cerritos. Walter est revenu au travail environ un mois après l'accident. Je ne peux pas vous dire combien de temps il est resté, mais ça a été très court. Un jour, il s'est levé et a dit non merci. Il n'a plus jamais parlé à un pilote par la suite. Un an après la tragédie, tous les vieux radars sont remplacés à LAX. À Cerritos, un jardin commémoratif rappelle le drame. Mary Wong s'est remariée depuis, mais la douleur ressentie ce matin-là ne l'a jamais quittée. Il n'y avait plus personne dans la maison. Mon fils Derek vivait déjà en appartement à San Diego et je me retrouvais seule. Je n'étais plus une mère, sauf pour Derek, et je n'étais plus une épouse. Tout mon monde s'est écroulé. Quelques jours après le drame, Mary Wong trouve une personne qui comprend entièrement sa peine. Au service commémoratif, c'était très important pour moi de rencontrer quelqu'un qui vivait la même chose que moi. Je savais qu'une dame appelée Teresa avait aussi perdu son époux et 2 enfants. En la voyant, j'ai su que c'était elle. Elle m'a demandé si je m'appelais Teresa Estrada. Je lui ai dit oui. Elle s'est présentée à moi et a ajouté... Je lui ai dit que j'avais aussi perdu mon mari et mes enfants. Je l'ai serrée dans mes bras parce que je savais qu'elle ressentait exactement la même chose que moi. Un lien très fort s'est immédiatement créé entre nous et notre amitié dure depuis 20 ans. Tous ceux qui se déplacent par voie aérienne aujourd'hui profitent des effets de la collision de Cerritos. Le désastre a suscité des améliorations historiques dans la sécurité de l'aviation. Depuis l'adoption du système TCAS, aucune autre collision aérienne ne s'est produite en Amérique du Nord.